Bonjour et bienvenue à Thé Gourou. Mon nom est Han Lé, maître de thé certifié. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents thés que nous offrons dans les différentes boîtes de thé du Festival du thé en ligne 2021. Bonjour et bienvenue à Thé Gourou. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu des thés que nous offrons dans la boîte découverte de l'édition 2021 du Festival du thé en ligne. Alors, dans la boîte découverte, comme vous pouvez voir, nous vous avons offert 4 variétés de thé. Il y a le lacté de Taïwan, le lacté de Taïwan torréfaction médium, la concubine bleue de l'empereur ainsi qu'un pu'er à la mandarine. Je vais commencer par celui-ci. Alors, la concubine bleue de l'empereur, c'est un oolong et ce oolong-là, qui a une histoire légendaire, en bref, est imbibé de particules de ginseng. C'est-à-dire que les feuilles de thé, pendant qu'ils sont séchées, sont imbibées d'une solution concentrée de ginseng, de sorte qu'une fois que les feuilles sont complètement sèches, elles ressemblent à des petits cailloux. Et donc, en infusion, ce thé-là va tranquillement, le ginseng va se dissoudre tranquillement dans l'eau et à ce moment-là, lorsqu'on le boit, on va goûter un peu à du ginseng, une petite note rappelant la réglisse et tranquillement le thé en soi. Puis, c'est un thé avec une note qui est très, gourmande, sucrée. C'est vraiment très agréable à boire et on peut faire beaucoup d'infusions avec ça. Si on se base sur la technique traditionnelle, style cérémonial, 5 grammes de feuilles de thé vous fait facilement 2 litres de thé qu'on peut réinfuser plusieurs fois tranquillement durant la journée. Alors, on fait une petite démonstration ici. Vous pouvez entendre le bruit, c'est vraiment comme des petites roches tellement qu'il y a du ginseng d'imbibé dans les feuilles. On va laisser ça infuser tranquillement. Pendant ce temps-là, on va regarder le deuxième thé ici. Donc, le pu'er. Le pu'er, c'est un thé qui est fermenté. En bref, c'est un processus de, soi-disant, cuisson lent pendant des mois, voire des années. Et à ce moment-là, il y a injection de souches de bactéries comme la pénicilline ou autre. C'est vraiment une formule très scientifique. En bout de ligne, c'est un thé qui a des effets très bénéfiques pour la santé. Bon pour le cholestérol, digestion, diabète, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de recherches, d'études qui ont été faites depuis très longtemps. Alors, vous pouvez regarder ça sur Google si vous avez du temps. Sinon, en bref, le thé en soi, à la base, nature, a des notes rappelant le whisky, le cognac. En bref, la liqueur très forte. Puis, donc, des notes style camphré, boisé, un petit peu cuir, terre. Il existe, plusieurs recettes pour faire ce thé-là. C'est-à-dire que, au-delà de le boire naturel, on peut faire des mélanges de fruits ou de fleurs avec. Et dans ce cas-ci, on vous offre une version avec des zestes de mandarine. Cette recette-là, c'est une recette classique que les Asiatiques adorent boire. À la base, ce thé-là existe sous une autre forme, c'est-à-dire celle-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a une mandarine entière fraîche qui est comme on enlève la chair à l'intérieur, puis on essaie de préserver la pelure. Après, on va mettre des feuilles de thé à l'intérieur pour faire vieillir tranquillement ce thé-là. Et à ce moment-là, il y a une réaction, une fermentation qui se fait, je dirais même, un effet symbiotique, de sorte que le goût et les bienfaits se rehaussent.
Mais comme vous pouvez voir, parfois, travailler avec du pueur à la mandarine, ça peut être intimidant, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués, parce qu'il faut se battre avec. Puis ensuite, on a une grosse mandarine avec beaucoup de feuilles de thé. Et en moyenne, c'est 20 à 30 grammes. Alors, il faut casser ça. Je vais commencer par ouvrir pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air à l'intérieur. Donc, vous voyez, malgré son look, c'est très sécuritaire, sain pour la santé. C'est juste qu'il n'est pas très beau à voir. Puis ensuite, pour le consommer, soit on utilise la mandarine et les feuilles entières de sorte à l'infuser toute la journée. Puis ça fait environ 5 litres de thé à boire, ce qui est beaucoup. Alors si on ne veut pas en boire autant, il faudrait la casser. Normalement, on voudrait écraser ça dans son emballage avant justement de le déballer. Mais là, je vous fais un exemple pour vous montrer qu'est-ce qui a l'air avant de le casser. Puis après, justement, c'est qu'il faut prendre un morceau de pelure ainsi qu'un peu de feuille de thé pour infuser ça. C'est compliqué. Parfois, le dosage n'est pas égal. Puis évidemment, c'est pas nécessairement le plus appétissant. Seulement les amateurs, les connaisseurs se gênent pas de travailler avec ça. C'est pour ça qu'on a développé notre version maison avec des zestes de mandarine qui sont vieillis fermentés, de très bonne qualité, un parfum magnifique, très agrume, très chaleureux, quasiment épicé, mélangé avec notre thé pueur année 2004. Ça donne un résultat magnifique. Puis à ce moment-là, lorsqu'on le boit, c'est vraiment très réconfortant, chaleureux. C'est vraiment le thé qu'on veut boire durant la période des fêtes parce que justement, ça stimule, le foie, ça aide à la digestion, ça dissout un peu l'alcool même. Ça aide à dissoudre l'alcool dans le système. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut parier dessus. C'est juste que ça favorise. Puis en même temps, avec ces petites notes chaleureuses-là, ça fait du bien. Donc, on va laisser infuser ça tranquillement. Après, on a notre produit phare ici qui est le lacté de Taïwan. C'est un thé de terroir et ce cultivar-là est très particulier. À la base, il a des notes rappelant la crème, le lait, d'où son nom lacté, un petit peu vanillé. C'est vraiment propre au terroir ainsi que la façon dont le thé a été cueilli et travaillé. Notre version, elle, a été cueillie en début d'hiver, de sorte à vraiment concentrer ses arômes. C'est vraiment magnifique, mais c'est un produit qu'on tient depuis très longtemps. Alors, on se dit, bon, on va faire quelque chose de plus original avec. Alors là, on a décidé de commencer à torréfier le thé. Alors, la torréfaction du thé à intensité moyenne, dans ce cas-ci, va vous donner des notes qui rappellent un lait au chocolat. Donc, beaucoup plus gourmand et complexe, moins crémeux, moins lourd pour ceux qui n'aiment pas ça. Puis ensuite, on a aussi une autre version qui est torréfaction foncée. À ce moment-là, celle-là va vous rappeler plus un café au lait. Mais ça, c'est pour une autre fois. Le lacté de Taïwan, donc comme son nom le dit, vient de Taïwan. Et c'est un thé qui est souvent dupliqué. Il existe une version de Chine qui est produite sur des plaines en grande production versus celui-ci qui est vraiment comme plus de montagne, semi-sauvage. Alors, on a vraiment un goût riche qui donne une sensation sucrée en bouche parce que c'est vraiment le sucre naturel de la feuille de thé versus la version qui vient de Chine, qui est produite en grande quantité pour obtenir ces notes-là
il faut qu'il injecte l'essence de lait et à ce moment-là, définitivement, on n'a pas le même goût. On a juste une intensité, une agressivité de lait, de crème, mais on ne goûte pas grand-chose en bouche. Puis après une ou deux infusions, il n'y a plus rien en bouche. Tandis que l'original, lui, il est beaucoup plus intéressant. Puis c'est un thé qui est aussi produit depuis récemment au Vietnam. Dans ce cas-ci, ils ont vraiment pris les cultivars des clones de Taïwan pour essayer de le produire sur les terres fertiles du Vietnam, mais veut pas, ça ne donne pas le même résultat parce que c'est une question de terroir et de savoir-faire. Alors voilà, essayez d'infuser les deux versions à la maison et vous pouvez le boire, puis vous allez voir la différence au niveau du goût. C'est vraiment magnifique. C'est le genre de thé que vous voulez boire à la place d'un dessert et ça fait le travail. Puis ensuite, rien ne vous empêche de mettre un peu de lait pour le boire. C'est encore plus réconfortant et agréable. Infusion dans une tasse style compétition, c'est-à-dire une tasse officielle pour les infusions et les évaluations lors des compétitions de thé internationales. Donc, ce genre de tasse-là, on sent le parfum qui est là. Là, on arrive à regarder les feuilles de thé. Puis, lorsqu'on veut goûter au thé, chaque juge, chaque évaluateur passe à côté avec sa petite cuillère. Comme ça. On ne boit jamais directement de là. Puis, étant donné que le thé est quand même préinfusé depuis un certain temps, donc c'est égal pour tous les évaluateurs, les juges. On ne peut pas dire « Ah, il est moins chaud, alors il ne goûte pas la même chose. » C'est la même chose pour tout le monde. Et on évalue de cette manière. Alors, vous pouvez voir ici le lacté régulier et le lacté torréfaction médium. La couleur de la robe de la liqueur est clairement plus foncée ici et évidemment, le goût serait beaucoup plus intéressant aussi. Alors voilà les 4 thés qu'on vous offre dans le kit de découverte. Si vous voulez me suivre, je vais vous faire une petite démonstration de comment torréfier le thé. Alors, rebonjour, et donc maintenant, je vais vous faire une démonstration de torréfaction de thé. Alors, il y a plusieurs techniques, mais une des techniques les plus ancestrales et les plus simples, c'est de la torréfaction à partir d'un wok. Donc, tout d'abord, on veut s'assurer que le wok est propre, pas nécessairement parce que
il est sale, mais si je viens de faire une batch de torréfaction juste avant, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de miettes de feuilles brûlées qui est prise sur le wok pour affecter le goût et la torréfaction de la prochaine batch que je vais torréfier. Alors, on essuie la poussière. Il n'y en a plus. Parfait. Au niveau de la chaleur, la température, c'est relatif basé sur ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc, c'est vraiment une question de pratique. On peut faire de la torréfaction à partir de n'importe quel type de feuillage, de type de thé, que ce soit du thé blanc, du thé vert, du thé oolong, rouge, noir, c'est comme on veut. Évidemment, chaque thé va obtenir un résultat différent, puis parfois, ça donne des bons résultats, d'autres fois non. C'est comme en cuisine, on invente des nouvelles choses, puis parfois ça ne marche pas du tout, d'autres fois c'est un succès, c'est magnifique. Comme notre lacté de Taïwan, torréfaction médium et foncé, le résultat est incroyable. Alors c'est pour ça qu'on le fait. Puis sinon, ben, on risque de gaspiller beaucoup d'argent à faire de la torréfaction et de brûler des feuilles de thé inutilement qui ne peuvent plus être récupérées. Un thé qui n'est pas bon peut être torréfié, peut être transformé et mélangé, mais s'il est brûlé, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire tout d'abord? C'est de couvrir le fond du wok d'une couche de feuilles fines, dans le sens qu'une seule couche. On ne veut pas que les feuilles s'empilent l'un sur l'autre parce que sinon, lors de la torréfaction, les parties, la couche qui est en bas va toucher le feu et se torréfie versus la couche qui est en haut ne se torréfie pas vraiment. Puis donc, il y a une irrégularité et le goût n'est pas intéressant. Alors, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, comme je dis, la température dépend de ce qu'on veut obtenir. Pensez que, mettons, feu doux, cuisson lente, on va avoir des notes un petit peu plus, comment dire, légères, une torréfaction, une cuisson plus vive, plus forte. On saisit les éléments et à ce moment-là, le sucre est plus intéressant, la note caramélisée elle est plus intéressante. Alors, il faut faire des tests, puis essayer et voir quel résultat nous plaît. Alors, depuis toujours, lorsque les gens faisaient de la torréfaction, c'était sur le wok, surtout lorsque c'est des produits artisanaux. Et en Asie, les wok, on part de 1,5 m, 2 mètres facile. Puis ensuite, ils mettent des feuilles de thé et ils brassent ça à la main. Rares sont ceux qui utilisent des gants ou d'autres instruments parce que ça risque de changer le goût du thé. Il y a des éléments qui risquent d'être incorporés accidentellement si on utilise d'autres outils. C'est sûr qu'il faut avoir les mains propres. Laver les mains avec du savon, mais sans odeur pour ne pas contaminer les feuilles de thé. Puis ensuite, il s'agit de juste faire des mouvements va-et-vient comme ça. On laisse les feuilles un peu. On peut voir que certaines feuilles se déroulent un peu. Et comme ça permet aux feuilles de thé d'être torréfiées de l'intérieur aussi. Ce que la torréfaction fait, c'est qu'elle fait vraiment saisir le sucre de la feuille des éléments et à ce moment-là, lorsqu'on infuse, ça a des notes beaucoup plus caramélisées, beaucoup plus gourmandes, intéressantes. Le contraste entre le corset versus le sucre est beaucoup plus évident et intéressant. Versus parfois un thé normal, soi-disant, il a des notes un petit peu trop flat. C'est plaisant, c'est smooth, c'est relaxant, soi-disant, mais ça ne se démarque pas. Tandis que là, on sent vraiment une différence dans la torréfaction.
faire de cette manière via un wok, c'est super fun. Soit disant, on sent le parfum, on est vraiment un avec les feuilles de thé, puis on arrive à bien voir le résultat au fur et à mesure qu'on le fait. Alors, on a un contrôle total du résultat. Alors, moi, j'adore ça, mais c'est sûr que si vous faites ça à grande échelle, vous pouvez toujours le faire à la limite dans un four, mais vous allez manquer beaucoup de batchs avant de pouvoir trouver le juste équilibre pour faire ça. Ensuite, les grandes compagnies, les grandes chaînes, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont faire passer les feuilles dans une espèce de four à convection, un tapis, soi-disant. Et à ce moment-là, c'est comme les tapis à pizza. Ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Et le temps que ça sort de l'autre, les feuilles sont bien torréfiées. Mais ça, c'est d'autres choses. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment plus artisanal, pour le fun à la limite. Puis je peux vous dire une chose, lorsqu'on fait ça à la maison, là, ça sent la pièce, là, c'est incroyable. C'est vraiment le paradis pour les amateurs de thé ou de dessert, de choses gourmandes, en bref. Là. Voilà. Alors, une fois que les feuilles de thé sont torréfiées, ce qu'on veut faire, c'est de tamiser ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut tamiser? C'est parce que les feuilles de thé, c'est pas comme s'ils sont parfaitement rondes et que les feuilles vont rouler également dans le wok, de sorte que tous les côtés sont torréfiés également. On a des recoins à gauche et à droite, des petites branches, des petites affaires comme ça, plus comme le nerf de la feuille qui ressort. Et c'est toujours ces points-là qui vont avoir le premier contact sur le feu et ils vont donc avoir plus de chances de brûler, d'être comme très torréfiés. Et si on consomme ça, oui, ça goûte de la torréfaction, ça goûte encore le thé, mais parfois ça peut être trop intense, c'est trop irrégulier. Alors, puis en plus de ça, lorsqu'on infuse, si on n'a pas de chance, il y a vraiment un coin qui est trop intense, il va affecter la couleur, la robe de la liqueur. À ce moment-là, c'est pas beau. Alors, en tamisant, en bougeant ça, c'est qu'on va forcer les petits morceaux qui étaient destinés à tomber parce qu'il est trop torréfié, voire brûlé, de descendre, c'est-à-dire d'être séparés. Puis, à la fin, ce qu'on obtient, c'est le meilleur. Vraiment, la partie intéressante, ce qu'on voulait avoir. À ce moment-là, on met ça de côté. Puis, on peut voir ici qu'on a des petites miettes brûlées. Lorsqu'on fait la sélection de feuilles de thé, que ce soit des feuilles de thé torréfiées ou normales, la différence dans la qualité, une des différences, c'est justement si on a des feuilles relativement entières ou des miettes. Donc, ces miettes-là, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les poches de thé instantanées, beau, bon, pas cher. Parfois, il y a des compagnies qui disent « Hey, je vends le même thé que toi, de la même région. » Mais en réalité, c'est ça qu'ils vendent. Puis, c'est sûr que lorsque vous infusez ça, instantanément, vous allez avoir des notes rappelant un peu ça. Mais au niveau, comment dire, en bouche, ça ne goûte pas grand-chose. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. C'est vraiment les miettes de l'extérieur versus le feuillage en soi ici, encore entière. Ça va goûter bon. Le sucre, les saveurs, l'arôme, c'est vraiment intéressant. Puis lorsque vous buvez ça, on sent qu'on est en train de boire quelque chose comme si on mangeait de quoi. Versus ça, il y a un parfum, mais il n'y a rien en bouche. Alors, voilà pour ce qui est de la torréfaction. Si vous voulez le faire, essayez-le. Je vous recommande de le faire au moins une fois dans votre vie avec un thé quelconque. Et donc, amusez-vous. Rebonjour. Alors, je vais maintenant vous présenter les 3 thés que nous offrons dans la boîte de thé Grand Cru. Alors, tout d'abord, nous avons ici le boule de Comé.
Budo Kongmei, c'est un thé blanc qui a été vieilli et celui-ci depuis 2015. À la base, il vient dans des emballages individuels comme ça. Le thé en soi est vieilli, tout simplement comme ça pendant des années jusqu'à temps que le producteur soit prêt de le commercialiser. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va l'enrober de papier, dans ce cas-ci aluminium, pour préserver au niveau, pas nécessairement fraîcheur, mais plutôt hygiène. Et donc, c'est vraiment juste des feuilles de thé blanc, c'est-à-dire des feuilles de thé qui sont séchées au soleil et qui sont donc roulées en boule pendant qu'ils sont encore moites, c'est-à-dire humides, pas complètement sèches. Et ensuite, ils gardent une certaine forme et à ce moment-là, on les fait vieillir. Pour infuser, il s'agit tout simplement de mettre de l'eau et d'attendre que ça s'infuse. Tranquillement, il y a quelques feuilles qui se séparent, mais d'une façon générale, la boule va garder sa forme parce que les feuilles sont très, très serrées. Le concept de faire vieillir du thé blanc, ça remonte à peu près il y a 20 ans environ. Dans l'ancien temps, c'était un sacrilège de faire vieillir le thé blanc. Tout le monde voulait boire du thé blanc frais, cueillette du printemps, la délicatesse des notes florales, très, très frais, très léger, comparable à un champagne. Puis, à un moment donné, l'industrie a voulu innover un peu et donc, ils ont commencé à faire du thé blanc vieilli en feuilles, en galettes, en petites boules. Et au début, l'industrie, les grands maîtres trouvaient que c'était un sacrilège, mais tranquillement, les consommateurs ont bien apprécié le produit. Puis en finale, l'industrie n'a pas eu le choix d'accepter ça tel quel. C'est pas un thé qui peut être comparé à des pueurs, des thés vieillis, fermentés, post-fermentés. Ça, c'est vraiment un autre processus et on obtient une note complètement différente. À la base, ce thé-là, qui est le Shumei, vieilli devient Kongmei, Kongmei en boule. C'est un thé qui était supposé d'avoir des notes très légères, florales, pivoine, un petit peu muguet, un petit peu pelure de banane verte, plantain, des choses comme ça. Une petite note de noix, très, très intéressant. Mais dans ce cas-ci, pourquoi est-ce qu'on vous l'offre? Parce que lors du vieillissement, il y a eu une réaction qui s'est faite et en finale, on obtient un thé qui a des notes au-delà de ce que je vous décris. Dans ce cas-ci, on a même une note un petit peu fumée boisée. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pourrais le comparer un petit peu à un puer cheng, c'est-à-dire un puer vert cru. Au niveau de cette note un petit peu fumée, boisée, un petit peu camphrée. C'est très, très intéressant. Puis, c'est le genre de thé qui ne tourne pas amer. On ne peut pas manquer l'infusion. Donc, c'est vraiment intéressant. Cette petite boule-là qui a en moyenne 5 à 7 grammes, je dirais qu'elle vous donne facilement 1,5 litre de thé à boire. Donc, un très bon rendement. C'est très intéressant. Normalement, on infuserait dans une théière, puis ensuite on le décanterait. Mais dans ce cas-ci, on s'amuse juste comme ça. Et vous pouvez voir que la boule reste encore très dense, très solide, ce qui me permettrait de faire beaucoup d'infusions encore parce que, honnêtement, même après 5 infusions, à l'intérieur, c'est relativement sec, ou en tout cas mouillé, mais bien, beaucoup de potentiel encore au niveau du goût et de l'infusion. Alors, vous voyez, une petite liqueur dorée claire, très intéressant. Puis, malgré sa petite note fumée que je vous dis, c'est quand même un thé qui est très léger et frais.
vraiment plaisant. C'est vraiment un thé blanc unique au niveau du goût. Il n'y a rien de comparable à ça. Il existe des thés blancs vieillis qui, comment dire, valent beaucoup plus cher que ça parce que la matière qu'ils utilisent, c'est-à-dire le feuillage, la sélection, elle est beaucoup plus valorisée, comme des bourgeons de la première récolte du printemps. Mais en bout de ligne, le vieillissement ne donne pas nécessairement une note qui vaut sa valeur de, de détail versus lui qui est vraiment très abordable. Il a un goût vraiment intéressant. Je vous le recommande énormément. Ensuite, deuxième thé que je vais vous présenter, c'est le Jintao. Le Jintao, fait avec le même cultivar que notre lacté de Taïwan, c'est-à-dire le Jinsuan. En bref, c'est un cultivar qui vient de la région de Nantou à Taïwan. Haute montagne, théiers sauvages, etc. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il a été conditionné, c'est-à-dire sol et tout, engrais, sélection des théiers pour aller développer une variance qui va avoir des notes rappelant la fleur de pêche, un petit peu caramélisée et tout. Parce qu'en bout de ligne, selon ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a une petite torréfaction discrète qui s'est faite pour aller faire saisir les sucres, de sorte que lorsqu'on infuse, on va vraiment sentir, goûter une note très gourmande, un petit peu caramel, pêche. C'est magnifique, là. Vous essayez ça comme, oui, le lacté est bon, mais ça, c'est original. Alors, essayez ça. Puis si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ce kit-là, c'est pas grave, vous pouvez le commander sur notre site web aussi. Alors, pas de stress. Comme vous pouvez voir, les feuilles de thé sont grandes, des théiers sauvages, semi-sauvages. Des belles feuilles de thé de Taïwan sont magnifiques. Des grands arbres qui vont aller vraiment chercher beaucoup de nutriments dans le sol avec ces grandes racines. Puis à ce moment-là, lorsqu'on boit le thé, on goûte. C'est pas juste un parfum volatile, artificiel. Normalement, pour ce genre de thé-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va rincer les feuilles de thé rapidement, pas parce qu'ils sont sales, mais tout simplement parce qu'on veut que la première infusion qu'on fait goûte bien. Et à ce moment-là, pour favoriser ça, on fait un petit rinçage des feuilles et la chaleur ainsi que l'humidité résiduelle va permettre aux feuilles, pendant qu'ils sont au repos, de s'ouvrir tranquillement et après, mettons une trentaine de secondes, lorsqu'on est prêt à infuser le thé, parce qu'on a fini de parler, admettons, à ce moment-là, le thé s'infuse très rapidement, puis un goût équilibré, explosif. Qu'est-ce que je veux dire par équilibré? C'est parce que si ce genre de feuillage-là, c'est-à-dire ceux qui sont roulés sur eux-mêmes, qui sont denses, on fait une infusion comme instantanée, dans le sens qu'il n'y a pas de rinçage. L'extérieur des feuilles va donner un peu, mais les feuilles n'ont pas le temps de s'ouvrir encore pour donner de l'intérieur. Donc, il y a un déséquilibre au niveau du goût et des bienfaits. Versus en les rinçant un peu comme ça, avec la chaleur et l'humidité résiduelle, c'est comme 5 secondes de rinçage, d'infusion. Les feuilles s'ouvrent un peu et après, dès que je mets de l'eau chaude pour la vraie infusion, elle s'ouvre et là, elle donne de l'intérieur comme de l'extérieur. Le goût est explosif. Puis à ce moment-là, lorsque je vous sers un thé comme ça, de cette première infusion-là, vous le goûtez, vous allez dire tout de suite, oui, je goûte, oui, je sens les notes, le parfum, il me plaît. Versus si je n'aurais pas fait ça, je vous aurais fait essayer l'infusion directe, ça ne goûte pas assez. Vous allez dire, c'est comme ci, comme ça.
souvent les thés de Taïwan, les bons thés, pour avoir des notes légères, fraîches, vraiment agréables, mais gourmandes en même temps. C'est des infusions de 15 à 30 secondes, dépendant de quelle infusion on est rendu. Comme la première officielle, peut-être ça prend 30 secondes, la deuxième 20, la troisième 15 secondes, puis peut-être même 10 secondes, et ensuite on revient à 15, 20, 30 tranquillement. On fait 5, 10 infusions dépendant du thé et de notre préférence au niveau de l'intensité. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les feuilles ne sont pas encore complètement ouvertes parce que s'il était, la quantité de feuilles que j'ai mis remplirait le fil. C'est-à-dire qu'éventuellement, ils vont prendre de l'expansion et ça va vraiment atteindre le haut de ça. Mais déjà, la première infusion, elle est magnifique. Elle est goûteuse. Je vais te dire un truc, là. C'est que ce thé-là, ou ce genre de thé-là, c'est bon, puis c'est fun de le boire dans une tasse traditionnelle, c'est-à-dire plus asiatique. Mais pour vrai, là, essayez dans une coupe à vin. Parce que la coupe à vin, c'est quelque chose qui a été fait pour permettre au bouquet floral, au bouquet de la liqueur de vraiment bien se dégager. C'est renfermé, mais en même temps, ça dégage. Alors, ça remplit ça. Puis lorsqu'on sent ça, c'est comme une aromathérapie. C'est magnifique. Essayez-le. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment comme le vin. On en met juste un peu. Et on tourne la liqueur. Après, ça monte et ça redescend. Puis, comment dire, le résiduel qui est ici, la liqueur résiduelle, elle s'évapore. On peut voir la fumée. Et ça, là, c'est comme vraiment le parfum qui s'évapore. Et on sent ça, puis honnêtement, ça sent mieux que du vin, dans le sens que le résultat est beaucoup plus intéressant parce que ça, c'est une liqueur chaude. Donc, au niveau de la réaction de l'évaporation, c'est beaucoup plus intéressant que l'alcool qui est frais, froid. Et donc, l'arôme, la réaction d'évaporation se fait moins bien. Mais pourtant, on le fait pour du vin. Alors, imaginez, avec du thé, là, c'est magnifique. Puis, j'invente pas ça, là, parce que cette technique-là, là, elle a été développée par l'ancien grand chef Joël Robuchon, qui était Michelin étoilé 3 étoiles. Et dans le temps, il voulait développer une nouvelle technique pour servir le thé dans ses établissements. Puis, il a collaboré justement avec des jardins de thé japonais avec qui on représente. Et à ce moment-là, en finale, après des mois de tests, ils ont trouvé que de loin, c'était la meilleure façon de consommer le thé si on n'essaye pas d'être dans le traditionnel, comme la cérémonie, etc. Puis honnêtement, là, c'est super fun. C'est tellement beau. Au lieu de boire de l'alcool à 3 p.m., là, ça, on peut se permettre. Voilà. Et maintenant, le troisième et dernier thé qui est dans la boîte Grand Cru. C'est un oolong qui s'appelle le Horiguchi de la région de la préfecture de Kagoshima. En bref, le Japon, ça fait juste quelques années qu'ils essayent de produire du oolong ou qui font du oolong. L'an dernier, ce thé-là venait juste d'être créé.
par le jardin. En passant, c'est un jardin qui a gagné des prix régional, national, pratiquement à chaque année depuis très longtemps. Puis, donc l'an dernier, ils ont commencé à fabriquer ce thé-là en mode plus, comment dire, artisanal pour des fins de compétition et autres. Et ils ont gagné plusieurs prix. Alors, cette année, c'est la première année qu'ils font le thé pour vrai, comme pour la production de masse. Donc, c'est vraiment très intéressant. Le seul problème, c'est que ils ne recherchent pas plein de distributeurs ou quoi que ce soit. En bref, il y a des, comment dire, des ententes très particulières, comme il faut commander 100, 200 kilos de ce thé-là, 6 mois, 1 an en avance pour pouvoir collaborer avec eux, travailler avec eux. Alors, c'est vraiment très intéressant, puis, comment dire, ça vaut la peine. Alors, ce thé-là, en bref, c'est un houblon à basse oxydation, donc des notes très fraîches, très légères, printanières. Et il rappelle énormément les thés houblons traditionnels de Chine, de style thé Kuan Yin. Comme vous pouvez voir, mon petit 5 grammes infusé, ça a pris 10 secondes. Puis, en bref, vous obtenez des notes fraîches rappelant la fleur de lilas, de muguet, une petite pointe beurrée crémeuse que les Japonais appellent le umami. Quand même une note assez typique pour le houblon de style thé Kuan Yin. Puis il y a un petit peu d'astringence, comme juste assez pour donner cette vivacité, cette fraîcheur-là au thé. Alors c'est vraiment très, très intéressant. Et rapport qualité-prix, il est excellent. Je dirais qu'il vaut plus la peine que certains grands crus de style thé Kuan Yin de Chine et de Taïwan. Donc, très, très intéressant. Essayez ça. C'est magnifique. Il y a une fraîcheur florale. Ça réveille. Belle robe dorée. En hiver, lorsqu'on s'ennuie trop là, de l'été, du printemps, du soleil, c'est le genre de thé qu'on veut boire en début d'après-midi, juste pour se détendre et oublier le moment présent, oublier le mauvais temps dehors, puis juste contempler la liqueur, la robe, sentir son bouquet. Laisser le goût descendre, réchauffer notre gorge. C'est vraiment réconfortant. Alors, voilà les 3 thés que nous vous offrons dans le kit de Grand Cru. Puis, si vous n'avez pas eu la chance d'acheter ce kit-là, il n'y a pas de problème. C'est des thés qu'on tient sur notre site web. La lettre T, guru, guru.ca. Regardez ça, on a des centaines de variétés de thé Grand Cru sur le site. Merci. Finalement, je vais vous présenter les matchas que nous avons mis dans la boîte de découverte de matcha. Alors, on a mis 5 matchas et il y a 3 matchas de notre jardin de Yamé, 3 déclinaisons de qualité. Le plus de base, c'est le matcha de grade supérieur. Alors, ce matcha-là, c'est le grade officiel de meilleure qualité pour ce qui est des préparations culinaires. Donc, que ce soit pour des frappés, des lattés ou faire des gâteaux ou quelque chose comme ça.
C'est un matcha qui va avoir des notes un petit peu astringentes, donc bien rehaussées, mais aussi euh, un aspect très crémeux, umami, rappelant un peu comme le chocolat blanc. Donc, c'est très, très intéressant. Et ce matcha culinaire-là est très comparable à de très bonne qualité cérémoniale de certaines régions comme Uji, avec un fini plus crémeux, vanillé. Alors, très intéressant. Mais pour nous, selon notre standard, pour tout ce qui est consommation liquide, on préfère le grade premium ici. C'est l'entrée de gamme pour les préparations liquides, c'est-à-dire boissons ou du matcha plus style cérémonial pur. Ce matcha-là, en 2018, il a gagné deuxième place pour meilleur thé vert au monde au World Green Tea Award. Donc, même si c'est une entrée de gamme, excellent pour le tous les jours et zéro amertume, donc vraiment très plaisant. C'est celui qu'on utilise pour faire toutes nos boissons comme latte, frappé. Et puis ensuite, on a ici le matcha de Yame cérémonial, Kuradashi. Et le Kuradashi, ça veut dire que c'est du matcha qui a été vieilli, fermenté, dans le sens que avant d'être transformé en poudre à matcha, les feuilles de tencha, c'est-à-dire le type de feuilles qu'on utilise pour faire du matcha, il va être vieilli dans des bocaux pendant 6 mois à 2 ans en moyenne. Et ce processus permet aux feuilles de thé d'avoir plus de goût, plus de profondeur, de longueur en bouche. Et à ce moment-là, lorsqu'on le transforme en poudre de matcha, finalement, il va être magnifique, vraiment très, très goûteux en bouche. Alors, c'est vraiment un grand cru, plus intéressant que juste du matcha cérémonial normal. Ensuite, ici, on a du matcha cérémonial Grade A de la région de Ise. Alors, Ise, il est très reconnu pour du matcha ou en bref, des thés qui sont ombragés, style Gyokuro, Kabusecha ou du matcha. La particularité de cette région, c'est que leurs thés ont des notes très floraux, vraiment sucrés, un fini très frais, très agréable. Je le considère comme le cheval noir des euh, régions de fabrication de thé parce que il a un goût vraiment très, très complexe et intéressant, malgré qu'il soit moins connu que d'autres régions pour l'ensemble de leur thé. Donc, quelque chose qu'il faut vraiment essayer. Et finalement, un alternatif du matcha hojicha. Officiellement, les Japonais n'aiment pas trop utiliser le terme matcha. Ils vont plus utiliser le terme poudre de thé vert pour celui-ci. Sauf que dans la prononciation, c'est relativement la même chose, c'est-à-dire matcha. C'est juste en écriture, il y a une légère distinction, le caractère qu'on utilise, la lettre, pour définir que c'est comme du matcha style cérémonial ou de la poudre de thé. Et à ce moment-là, on peut rajouter des adjectifs pour définir que c'est quel type de thé qu'on essaye d'exprimer, de catégoriser. Et donc, du hojicha matcha, c'est en bref du thé vert qui a été torréfié. Et une fois qu'il est torréfié, il va être transformé en poudre pour le matcha, soi-disant. Ce n'est pas un thé qui est normalement bu en mode plus traditionnel comme cérémonial. C'est vraiment un thé qui est plus destiné pour des lattés, des frappés ou des préparations culinaires comme gâteaux ou autres. À la base, son goût n'a rien à voir avec le matcha vert, évidemment. Il a des notes comme zéro amertume, zéro marin, c'est zéro herbacé. C'est vraiment des notes beaucoup plus gourmandes, rappelant le chocolat, comme beaucoup plus exotique, avec des notes un petit peu d'épices, de noix, donc très, très intéressant. Puis en même temps, c'est que lors de la torréfaction, la théine, elle est relativement toute détruite. Et à ce moment-là, lorsqu'on le boit, on n'est pas vraiment stimulé par la théine, donc ça ne nous empêche pas trop de dormir avec ça. Donc, très, très intéressant comme produit. Puis, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comment préparer un matcha. Alors, les choses qu'il faut avoir, là, très important, c'est évidemment un bol
avec une forme adéquate pour préparer le matcha. À la base, on peut utiliser n'importe quel petit bol, mais il y a des formes plus adaptées pour une belle préparation, un beau fouettage pour créer une belle mousse dans le matcha. Puis, on peut définir que la mousse dans un matcha, c'est l'équivalent du créma dans un expresso. C'est-à-dire que lorsqu'on émulsionne le matcha, l'huile essentielle qui est dans la matière, c'est-à-dire dans la poudre, elle va tranquillement se transformer en, comment dire, elle va monter sur la surface. C'est discret, on ne le voit pas visuellement, mais lors du fouettage, avec l'incorporation de l'oxygène, on va créer des bulles, puis après, ça devient de la mousse. Et cette mousse-là, justement, ça a tous les arômes, l'aspect crémeux du thé. Et c'est vraiment comme jour et nuit entre un matcha qui est bien moussé et un matcha qui n'est pas vraiment moussé. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va prendre le matcha hors du sac du récipient et pour toujours bien préparer un matcha, on veut tamiser le matcha chaque fois. C'est-à-dire, s'il est juste entreposé dans un sac ou un contenant, à ce moment-là, on va prendre les doses qu'on a besoin et on passe à travers le tamis pour pouvoir le tamiser. Après quoi, on peut mettre de l'eau pour le fouetter. Puis si vous voulez être plus fancy, vous pouvez acheter un Natsume et à ce moment-là, pré-tamiser une certaine dose de matcha que vous allez consommer dans les jours, semaines qui suivent. Et ensuite, ce contenant-là garde bien la fraîcheur de votre matcha à une température ambiante, ce qui veut dire que le goût sort plus rapidement. Et lorsqu'on prépare le matcha, il n'y aura pas un choc thermique. Puis de là, on peut avoir un matcha qui est bien tamisé, qui ne va pas former des grumeaux. Alors, très important sur ce point-là, parce que si jamais vous avez des grumeaux et que vous fouettez, puis on perd quelques miettes là, ici et là, un demi-gramme, à la longue, ça coûte très cher et à ce moment-là, vous perdez beaucoup d'argent. Alors, ce petit détail-là, très important, très bon investissement. Sinon, maintenant, je vais vous montrer une petite démonstration de comment bien préparer, fouetter le matcha en 1 minute au moins, sans suivre vraiment une école quelconque. C'est vraiment juste la base, comment bien préparer, fouetter un matcha. Alors voilà, c'est comme ça que se termine la présentation de nos produits dans les différentes boîtes de thé. Merci de m'avoir écouté. Puis, je vous suggère de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur notre post de YouTube, dans lequel nous avons plein d'autres vidéos sur toutes sortes de sujets qui ont rapport avec le thé, incluant des vidéos des événements passés du Festival du thé en ligne. Alors, plein d'informations très intéressantes, d'animation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup.